D'où vient ma passion pour l'innovation et le sujet dont je vais vous parler aujourd'hui. Et en fait, on parle de métier, mais moi, je vais plutôt vous parler de compétences. D'ailleurs, c'était au centre des propos et des speeches qui ont précédé. Et ça fait partie aussi de mes convictions. Donc après avoir passé près de 25 ans dans des grandes entreprises, France Télécom, Orange, et avec un track record entièrement dans l'innovation, à la R&D, Orange Labs, et ensuite chez L'Oréal, à L'Oréal Recherche, et toujours dans les soft skills, il se trouve que j'ai changé 6 fois de métier. Donc je suis un peu une représentante. Dans ma génération, c'est un peu plus rare, mais en tout cas dans les générations qui vont venir, je crois que ça va être le fait de tout un chacun de changer plusieurs fois de métier dans sa vie. Et changer de métier, ça veut dire avoir une capacité d'adaptation, et ça veut dire avoir une capacité d'émerveillement et de curiosité, évidemment. C'est pourquoi j'ai créé Innovation Blossom dans ma petite entreprise. Donc je fais partie peut-être de celles qui sont sur LinkedIn et qui utilisent puissamment d'ailleurs LinkedIn, qui est un outil absolument fabuleux quand on est indépendant pour la mise en connexion, évidemment. C'est un cabinet donc d'accompagnement des transformations, de l'innovation par l'humain, par l'homme. C'est ce en quoi je crois. Il se trouve que j'ai été DRH dans l'un des métiers que j'ai pu exercer dans une grande entreprise chez Orange, où on peut effectivement changer de métier et changer de carrière. Alors, parmi mes grandes convictions, et c'est ce que je vais essayer de vous faire partager ce soir, c'est que l'innovation est ce qui fait la différence entre un suiveur et un leader. Et ça, c'est pas de moi, c'est de Steve Jobs. C'est-à-dire que l'innovation, aujourd'hui, est considérée comme une compétence, autant que comme un métier. Alors certes, il y a des directions de l'innovation et des innovateurs, mais la tendance est tout de même aussi de se dire que les innovateurs, potentiellement, ils sont partout dans l'entreprise, à l'intérieur et à l'extérieur. C'est comment le directeur de l'innovation peut concrétiser, synthétiser toutes ces expériences et toutes ces compétences qui sont à sa disposition. Alors parmi les métiers, puisqu'on parle de métiers, les métiers émergents, il y a le data scientist, bien sûr, qui a été évoqué, qui est en plus de ça considéré comme le job le plus sexy du XXIe siècle. Enfin, moi, ça ne me fait pas complètement rêver, tel que je l'imagine, mais j'imagine que derrière ça, il y a des choses extraordinaires. Et en effet, si on se réfère, par exemple, à un métier, quand on parle des métiers, tout à l'heure, on a parlé aussi des cycles des métiers. Bien, le métier de téléphoniste, évidemment, que je n'ai pas connu, parce que c'est un peu ancien, mais en tout cas qui faisait partie des métiers symboliques de l'ascension sociale des femmes, au même titre qu'à certaines époques, l'institutrice ou l'hôtesse de l'air. Donc il y a même eu des films sur la demoiselle du téléphone. Voilà ce qui sont devenus les demoiselles du téléphone. Ce sont les hackathons de Google, puisqu'aujourd'hui, en fait, le plus grand centre de renseignement mondial, c'est tout de même Google, qui organise des hackathons pour faire de la mise en relation. Et qu'est-ce qu'elle faisait, la demoiselle du téléphone, si ce n'est de planter des fiches dans un tableau et pour mettre en relation 2 numéros, le 22 annière ou autre. Et Google, même le plus grand interconnecteur du monde, vient de racheter DeepMind, 400 millions de dollars d'investissement, plus gros investissement en Europe. Donc on suppose qu'il y a derrière ça, il y a quand même quelque chose d'intéressant. Et c'est évidemment la mise en connexion par les neurosciences. Donc passer des dames du téléphone à Google, et c'est tout le symbole de cette innovation technologique, avec des pure players évidemment, mais le fait que toute l'innovation et toutes les entreprises vont être évidemment complètement baignées dans cette technologie qui arrive, et dont Steve Jobs est évidemment le symbole de l'innovation de rupture. Alors je voudrais assez rapidement, avant de passer un peu aux outils qu'on peut utiliser pour aller vers ce comportement, bien marquer le fond de ma pensée au travers de ces 2 préfixes qui sont aujourd'hui en train de reconfigurer le monde. D'abord c'est-à-dire qu'on est dans de la rénovation, on parle du réenchantement du monde, on parle de la redéfinition. Ça fait penser évidemment à tout ce qui est d'un nouveau monde et d'un nouveau modèle. Et toutes les entreprises aujourd'hui ont des modèles un peu fatigués. En tout cas, moi, je vois beaucoup de mes clients qui viennent et qui me disent il faut changer. On ne sait pas toujours exactement ce qu'il faut changer, mais on sent qu'il y a quelque chose à changer. C'est évidemment les nouveaux mondes de Michel Serres. Et quand on parle d'innovation, je ne sais pas si vous avez lu le dernier bouquin de Luc Ferry sur l'innovation destructrice. Donc, il fait référence à Schumpeter, qui lui parlait de destruction créatrice. Donc, de manière positive, on parle de l'innovation créatrice. Et comment finalement, quand on est dans de l'innovation, dans des modèles en rupture, on est obligé de
tuer quelque chose pour recréer quelque chose derrière. Donc il y a tout un mouvement de recréation qui doit passer aussi par un deuil à faire. Et ça se fait au niveau des entreprises, mais ça se fait aussi de manière individuelle. Chacun de nous sait qu'il a évolué et qu'il est pour s'adapter dans le monde qui se présente à lui. D'où d'ailleurs les forts mouvements actuels de développement personnel, de coaching, etc., auxquels je crois évidemment, puisque je viens de m'y spécialiser. Alors, j'ai choisi ce visuel pour vous parler de ce dans les métiers, parce que d'abord, il y a évidemment la génération future. Quand on imagine aujourd'hui la génération qui a appris l'Internet, donc il y a cette génération qui, elle, est née avec un téléphone dans la main. Mais c'est également, et ça c'est chez L'Oréal, où j'ai pu travailler au programme sur le Next Billion Consumer, c'est-à-dire le prochain milliard de consommateurs. Ce sont évidemment les jeunes qui arrivent, mais c'est aussi tous ces pays émergents. Donc toute cette transformation de la société va passer par ces transformations-là. Évidemment, l'innovation et les innovateurs, les directeurs d'innovation doivent utiliser cela comme une vraie opportunité. Et puis le deuxième suffixe, qui fait rêver ou qui est parfois considéré comme quelque chose de très difficile pour ceux qui ne sont pas naturellement c'est tout ce qui touche au phénomène de la quelque chose. Confiance, dont on vient de parler, à ce préfixe-là. Au départ, c'est cum fidere, c'est avoir confiance, c'est faire confiance à l'autre. Derrière le mouvement de c'est tout ce qui touche à la collaboration, évidemment, la co-innovation, à tous ces mouvements de mise en relation et d'interconnexion. Christensen parle de innovation et smart connection. Donc, on est bien dans de la connexion et du et du phénomène de Donc, ces métiers, et ces nouveaux métiers, ces nouvelles compétences, d'ailleurs, un competere, on est déjà dans du se situe dans la capacité à être dans un nouveau savoir-être que j'appelle le nouveau savoir innover. Alors j'adore ce visuel qui montre bien l'interdépendance dans laquelle on est, dans laquelle vit l'entreprise, et comment pour faire vivre son innovation, elle doit savoir gérer cette interdépendance et en même temps ne pas savoir la gérer. C'est l'histoire du plat de spaghettis, c'est la complexité. Donc au fond, les compétences pour bien innover sont des compétences qui sont plutôt de savoir foncer dans le brouillard, ou en tout cas savoir s'y diriger et ne pas avoir peur, ne pas être dans le stress. Ça faisait également partie des points que Clémentine a évoqués tout à l'heure, le stress, de ne pas être stressé, d'être dans l'interdépendance, de perdre le contrôle à quelque part, de savoir se laisser porter pour pouvoir glisser dans cette interdépendance. On est au cœur du système, qui a été aussi évoqué, au cœur de la systémique, et au fond, c'est ce que je propose aujourd'hui, c'est vraiment de se laisser porter et de faire en sorte que dans les entreprises, amener les salariés ou recruter des salariés qui vont pouvoir se mouvoir dans l'entreprise de manière souple, fluide, agile, et donc parler plutôt de compétences que de métiers à proprement parler. Alors si le data scientist, c'est savoir gérer toutes ces datas de manière souple et mettre de l'intelligence dans la connexion de ces datas, ça fait évidemment partie de ce décor-là. Il y a également, au travers de ce visuel, qui est vraiment comment arroser, comment libérer les énergies et comment faire en sorte de faire pousser cette innovation. Alors, ce que j'appelle le nouveau savoir innover avec 7 clés. Alors, la première, c'est l'innovation model, le business model qui doit être lié, évidemment, le modèle d'innovation qui doit être lié au business. C'est-à-dire que souvent, on parle d'innovation comme de créativité uniquement. Et on n'est pas que dans la créativité. Ça va être tout mon propos, c'est qu'en fait, il y a différentes phases dans l'innovation. Et donc, les métiers de l'innovation, ce sont différents métiers avec le directeur d'innovation qui doit arriver à coordonner ces différents métiers d'innovation. Revoir son leadership model, un leadership model qui doit être capable de fonctionner dans la confiance, dans l'empathie, on l'a bien dit, c'est être capable de mettre en œuvre ce quelque chose, dont évidemment l'empathie est la version ultime. Revoir son organisation, une organisation au-delà des process, au-delà des hiérarchies, au-delà des silos, donc ça demande évidemment une grande agilité. Revoir son système d'acteurs,
le système d'acteurs, l'écosystème, comme on dit aujourd'hui, un écosystème de partenaires, un écosystème extérieur, mais un écosystème interne également. Revoir son système de pensée ou sa culture, revoir les valeurs qui vont faire en sorte que les talents vont venir là. On l'évoquait aussi dans la grande enquête qui a été faite. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat, la possibilité de s'exprimer en tant qu'entrepreneur est importante. Donc je crois que dans les grandes entreprises qui veulent attirer les talents, il faut aussi qu'ils arrivent à montrer qu'il y a cette possibilité d'entrepreneuriat, c'est-à-dire donner des moyens pour réaliser des initiatives. Et ça, dans l'innovation, évidemment, c'est l'endroit rêvé. Le haut de open, c'est-à-dire être ouvert sur les autres pour pouvoir réaliser cette connexion, ces connexions avec intérieur, open en interne, c'est-à-dire la confiance, la collaboration, arriver à travailler, à faire travailler au-delà des silos, et puis en externe avec les partenariats. Et puis ensuite la motivation, évidemment, avec tous les systèmes de reconnaissance, la recognition, la reconnaissance des innovateurs, la reconnaissance des idées, et ça au-delà de la rétribution. Parce qu'aujourd'hui également, ce qu'on voit, c'est qu'à salaire égal, les salariés vont aller, ou les chercheurs d'emploi vont aller dans des entreprises qui vont leur apporter un engagement dans lequel ils vont se sentir à l'aise. Donc cette motivation, elle est évidemment forte en termes d'engagement et de reconnaissance. Donc évidemment, on arrive à Blossom, qui est mon nom fétiche, qui est celui de l'éclosion des talents. Et donc le nouveau savoir innover, je le décris au travers de ces 7 champs. Avec des outils qui peuvent permettre d'arriver à cela, qui sont utilisés par de nombreuses sociétés. Alors le premier outil qui me paraît important pour développer ces compétences ou les exploiter au mieux dans l'entreprise d'aujourd'hui, c'est tout ce qui touche au global design et au creative problem solving. C'est de se dire qu'au fond, chaque problème est une opportunité de changement. Et donc, chaque problème ou chaque problème est un sujet, est un bon sujet. Et donc je représente ça au travers du jardin à la française, dans lequel il y a un massif un peu anglais au milieu. C'est-à-dire que dans les organisations qui sont très structurées, très structurantes, il doit y avoir un endroit comme ça où on peut s'exprimer, où on peut trouver de l'innovation en rupture, même si par ailleurs il y a de l'innovation générationnelle, où il y a moins d'innovation. En tout cas, panaché entre la structure et le foisonnement. Voilà, donc le creative problem solving qui permet dans une chaîne très simple d'arriver à des résultats, à des projets, à des actions très concrètes, qui est donc à la fois un processus et à la fois un modèle d'innovation qui fait référence à la fois au re et au co, puisqu'on co-crée et au travers en dépassant un problème. L'innovation attitude, avec l'animation d'équipe, le coaching, qui peut aller jusqu'au mentoring. Alors cette innovation attitude, elle fait partie de ces compétences fortes et importantes à développer. Alors il n'y a rien de plus fragile qu'une idée, Vous le savez tous, dans les entreprises, vous êtes tous des gens d'innovation ici. C'est vrai que les gens qui n'ont pas l'habitude d'être dans l'innovation, le premier réflexe qu'ils peuvent avoir dans un brainstorming, c'est de vouloir tuer une idée ou trouver les limites à l'idée. Et on sait que c'est la première chose à ne pas faire. Il faut surtout, en termes d'attitude, accepter l'idée, la creuser, trouver des solutions, et après on peut l'écarter, mais seulement après. Donc cette attitude d'innovation, de bienveillance, d'empathie, etc., elle s'apprend. Et alors, il y a aussi toute cette dimension de créativité. Alors, vous savez qu'on a nos 2 hémisphères, le gauche et le droit, et on a chacun nos préférences. Alors, par exemple, si vous regardez cette image, alors ceux qui vont voir que l'image, la danseuse, tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, ce sont des personnes qui vont avoir une dominante plutôt créative, plutôt irrationnelle et plutôt dans la création. Et ceux qui voient la danseuse tourner de l'autre côté sont plutôt les personnes logiques, rationnelles, en termes de préférence. Alors, je ne sais pas quel innovateur vous êtes, vous. En tout cas, on peut le repérer au travers de différentes fonctions qui sont nécessaires dans le processus d'innovation. Ce sont les étapes Christensen, avec la clarification, ensuite la création, on donne des idées, ensuite on développe en trouvant des solutions, et puis ensuite on va les réaliser, et ça c'est les projets. Donc ces 4 étapes, il faut savoir que chacun de nous, on a une préférence pour une de ces étapes, et parfois on peut marier ces préférences-là.
Idéalement, le directeur d'innovation doit avoir ces quatre compétences-là ou ces 4 préférences-là. Ce ne sont pas des compétences, mais plutôt des préférences. Mais en tout cas, on peut les développer. C'est-à-dire que si on identifie qu'on est sur, par exemple, 3 de ces préférences, mais qu'il nous en manque une, eh bien, on le travaille. Et ça se travaille, évidemment, en coaching. Donc, par exemple, sur l'image de la demoiselle qui tournait tout à l'heure, après quelques exercices de créativité, on peut la voir tourner dans le sens inverse. Donc, c'est intéressant de voir qu'on peut passer d'un hémisphère à l'autre et qu'on peut travailler ça. L'intelligence collective, on est là en plein dans le co, évidemment, avec par exemple des plateformes collaboratives. Ça fait partie des apports du digital, des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Avant, la boîte à idées, c'était une boîte, on mettait un papier dedans et après, il fallait que quelqu'un retrace face un tableau pour noter toutes les idées, comment on faisait la connexion, etc. Aujourd'hui, on a des plateformes d'intelligence collective qui permettent de bouturer des idées. C'est-à-dire à partir d'une idée, on va pouvoir rebondir, enrichir, fertiliser, cross-fertiliser et avoir de multiples solutions. Je donne l'exemple, par exemple, chez L'Oréal, où j'avais mis en place ce genre de plateforme, c'était comment faire en sorte qu'une idée qui vient du capillaire, pour le cuir chevelu, puisse être utilisée à des fins de cosmétiques, pour la peau. Ce ne sont pas les mêmes chercheurs, ce ne sont pas les mêmes entités, et pour autant, ce sont parfois les mêmes solutions sur certains problèmes. Voilà. Donc ce genre de plateformes, telles que j'ai pu la monter chez L'Oréal, sont des plateformes réellement très efficaces et qui permettent en plus d'un point de vue RH d'identifier des chercheurs qu'on ne connaît pas forcément, puisque parfois la hiérarchie fait que les bonnes idées remontent par la hiérarchie, qu'on ne sait pas quel est le chercheur qui réellement a eu cette idée. Donc ça permet également de reconnaître les innovateurs, les chercheurs qui sont au fond de leur labo. Typiquement pour cet exemple, il y a une petite japonaise qui a eu une idée extraordinaire qui est devenue un grand projet stratégique. Valorisation, tout ce qui touche aux communautés, aux awards, ça c'est hyper important. On est dans la reconnaissance, la recognition. Alors ces awards, moi j'en ai créé vraiment de nombreux, voilà, couronne de fleurs en référence à faire fleurir les talents, à les reconnaître. J'en ai vraiment fait à la fois au CNET, pour le CNET, et pendant 15 ans ensuite ça s'est transformé en France Télécom R&D, ensuite en Orange Lab, les Orange Labs Awards, et quand je suis arrivée chez L'Oréal, j'ai également proposé ces créations de prix qui existent maintenant. Et ces prix de l'innovation, en fait, ça a toujours été des grands moments d'émotion. Proposer ces prix à des présidents, le chercheur ou l'innovateur, l'équipe d'innovation viennent, le président leur serre la main, ça vaut plus cher que n'importe quelle prime. Ils ont la photo, elle trône dans le bureau, etc. Voilà. Alors, il y a différents modes, évidemment, de reconnaissance, mais en tout cas, ces prix qui sont des points basiques sont évidemment très faciles à mettre en œuvre et très efficaces. Tout ce qui touche évidemment à la sensibilisation également. C'est-à-dire que c'est Carl Rogers qui dit on ne s'approprie bien que ce qu'on maîtrise, donc il faut un peu le maîtriser. Et du coup, tout ce qui touche la sensibilisation, la conférence, les workshops, où les gens vont travailler ensemble sur ces sujets, c'est vraiment important. Que ce soit des sujets d'innovation, tous les sujets de transformation. Pour pouvoir passer d'une transformation type 1 à une transformation type 2, il faut passer de la conférence en top-down, qui pour autant est essentielle parce qu'elle va ouvrir, elle va sensibiliser, à des ateliers derrière où on va travailler sur cette diversité, sur ces différents modes d'innovation, sur les différents outils du digital, et puis surtout créer des ambassadeurs dans l'entreprise. Et j'aime cette image qui montre toute la force du prosélytisme en interne, de l'innovateur qui est lui-même un ambassadeur. Dans les plans de transformation, on choisit évidemment les plus motivés. Il y en a 25% de très motivés, 25% de très très résistants, puis 50% qui attendent que le train passe. Donc il faut bien utiliser ces 25% qui sont très motivés pour les transformer en ambassadeurs. Donc c'est vrai dans les transformations digitales et c'est vrai aussi dans l'innovation et dans les projets d'innovation à développer. Alors bien sûr, après tout ça, il reste juste à cueillir le fruit pour cueillir les meilleurs talents et les faire grandir sur la branche. Voilà, donc les nouveaux savoirs innover, les 7 métamorphoses, ceux que ça intéresse, ils peuvent m'envoyer un petit email, je peux leur envoyer un petit doc là-dessus, ça m'amuse. Vous pouvez me trouver évidemment sur LinkedIn, dont j'ai dit tout le bien que je pensais déjà, et puis sur mon site, et je vous remercie de votre attention.